Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 8 mai 2022. Est-ce le grand retour des délestages au Bénin? En tout cas, c'est la question que l'on se pose dans les ménages. Depuis quelques jours, la population vit à nouveau les coupures d'électricité alors que l'on pensait que ce phénomène était conjugué au passé sous le régime de la rupture. Alors comment peut-on expliquer cette situation alors que malgré d'énormes efforts que déploie le gouvernement dans le secteur pour permettre aux citoyens de disposer d'énergie électrique en quantité, en qualité et à moindre coût? Explication à suivre avec le directeur général par intérim de la Société béninoise d'énergie électrique, Francis Perani, est l'invité de la semaine. Le gouvernement a inscrit dans son programme d'action 2016-2021 au pilier 2, axe stratégique 4, action 16, d'accompagner, former et professionnaliser les artisans. Nous sommes dans le PAG 2 avec d'autres engagements. Alors, dans le secteur de l'artisanat, les lignes ont-elles véritablement bougé? Quel a été l'impact des réformes engagées dans le secteur? Nous en parlerons avec Antoine Akonadje. Il est spécialiste des questions artisanales. Notre artiste de la semaine est un animateur à la radio nationale à son actif, un album et 3 clips. Dimitri nous parlera de son aventure et sa passion pour la musique. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Le grand format, et bien c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, après l'étape du sport, les candidats au test de recrutement au profit de l'armée béninoise ont planché ce samedi pour le compte de la phase écrite. Le lancement officiel des épreuves s'est déroulé au collège d'enseignement général de Saint-Hérita à Cotonou. On en parle dans un instant. On parlera également de cette sortie récréative et touristique des acteurs des médias à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de presse ce samedi. Ils ont visité le complexe zoologique Agualand dans la commune d'Abomey-Calavi. Images et reportages à suivre également les temps forts de la célébration de l'excellence en milieu scolaire. C'est à travers le projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin, projet mis en œuvre par les organisations Aide et Action et Plan International Bénin. Le point de l'actualité pour démarrer le grand format avec cette information. L'État béninois renforce l'effectif de l'armée pour mieux répondre aux défis actuels. C'est à travers un concours de recrutement dont la phase écrite s'est déroulée ce samedi. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Issa Abou, a procédé au lancement officiel des épreuves. Le point avec Asyomo Kanya Chombo. Les candidats au test de recrutement en faveur de l'armée béninoise ont composé le samedi 7 mai. Ils sont répartis dans 6 centres comme ici au Collège d'enseignement général Saint-Rita. Au total, ils sont 3591 pour la phase écrite. Cette phase écrite rentre dans un processus, la deuxième phase d'un processus qui a commencé par la phase sportive et qui va se terminer par la phase de visite médicale à la fin et qui concerne uniquement ceux qui ont fait la phase écrite. L'armée béninoise est à la quête de 109 pour étoffer son effectif. Et au lancement de l'épreuve, concentration totale des candidats pour un bon rendement. Ils composent dans plusieurs catégories. Il y a 3 épreuves en fonction des spécialités bien entendu parce qu'il y a des recrutements à titre normal, c'est-à-dire pour être soldat et avoir un métier en entretien quand vous serez dedans. Et il y a maintenant ceux qui sont recrutés à ce titre qui concernent les enseignants et les infirmiers. Le concours de recrutement avait commencé par la phase sportive il y a quelques semaines. Après les résultats de cette phase écrite, ceux qui seront retenus vont passer par celle de la visite médicale avant la sélection définitive.
Autre sujet à présent, le conseil communal de Dangbo a tenu sa deuxième session ordinaire au titre de l'année en cours. Pendant 3 jours de travaux, il était principalement question de réfléchir sur les affaires courantes de la ville, collaboration avec l'Agence nationale pour l'emploi et des accords d'accro de crédit et de domaine. Ce sont entre autres sujets qui ont été débattus au cours de cette session qui constitue la première activité du nouveau secrétaire exécutif de la commune. Reportage. C'est la première activité statutaire tenue ici à Dangbo après l'entrée en fonction du secrétaire exécutif. À cette deuxième session des 4 requises par an pour le bon fonctionnement des communes au terme du Code de l'administration territoriale, plusieurs résolutions sont retenues. L'accord de partenariat de la ville avec l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, en est une. On a fait la relecture. On a fait la relecture d'une demande de domaine qui a confiée à la commission des affaires domaniales. Les conseillers, pour une première fois, ont répondu favorablement à notre invitation. Vous avez vu l'engouement avec lequel les conseillers ont favorisé la chose. Donc l'ordre a été donné au maire de signer ce partenariat pour le bonheur de la jeunesse. C'est un environnement de travail propice au développement de Dangbo que découvre le premier des administratifs de la commune. Lui qui y a pris service quelques jours seulement avant cette session. Avec l'ambiance qui règne et tout ce qui se passe, cela nous donne vraiment une très bonne impression. Et cela, si je peux le dire ainsi, me donne des promesses que c'est dans une très bonne ambiance que je vais travailler avec le conseil communal de Dangbo. La fête du travail qui a intercalé les jours de déroulement des travaux a été commémorée à la mairie de Dangbo. Personnel de l'administration communale et autorités ont communié. Ils se sont engagés à une collaboration plus fructueuse. Je l'ai annoncé en titre, l'Union des professionnels des médias du Bénin poursuit ses activités entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de presse. Ce samedi, les acteurs des médias, loin de leurs rédactions respectives, ont visité le complexe zoologique et touristique à Gualand. C'est dans la commune d'Abo-et-Calavi, une activité récréative après les travaux de réflexion à Mage du 3 mai. Moment de découverte et d'émotion, William Cliquant. Toutes les émotions se sont invitées chez les hommes et femmes des médias au cours de cette sortie. Les découvertes s'enchaînent, de quoi intéresser la culture de ces journalistes. Avant de se mettre à parler, il faut d'abord qu'ils soient totalement habitués à vous et qu'ils soient en confiance. Vous remarquez directement la différence entre un âne et le mulet. Le parc animalier riche de ces différentes espèces et les plantes rares comme thérapeutiques ont ébloui les visiteurs. Des félins aux reptiles, passant par les oiseaux et autres, la visite est ponctuée par endroits de jeux divers. Cette série de divertissements sains et instructifs est une manière toute particulière pour les professionnels des médias de commémorer la Journée internationale de la liberté de presse. C'était apprécié parce que quand vous prenez un journaliste, c'est quelqu'un qui, au-delà de l'information, qui gère le stress du matin au soir, 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Donc, c'est utile qu'à travers cette fête-là, au-delà des réflexions, des communications et autres, qu'on puisse oublier micro, oublier les stylos, oublier les feuilles, et qu'on puisse se recréer. C'était très bien, nous avons visité une variété d'animaux, aussi bien domestiques que sauvages. C'est des instants vraiment très récréatifs, des instants de bonheur que nous apprécions à juste valeur. Je tiens à remercier l'Union des professionnels des médias du Bénin pour nous avoir offert cette belle opportunité, un instant qui nous a permis de sortir du stress quotidien. Le cadre interpelle les touristes de la nature et de la culture béninoise. Le promoteur et les initiateurs de cette visite s'en réjouissent. Quand vous avez travaillé 6 mois, quand vous avez travaillé 12 mois,
vous devez vous donner au moins 15 jours ou 30 jours pour vous divertir, pour vous retrouver en vous-même, vous ressourcer, s'amuser, bavarder, rencontrer les amis et manger avec eux. On a l'occasion de beaucoup bouger avec notre métier, mais toutes les fois qu'on bouge dans l'exercice de notre profession, on ne pense pas toujours à nous. On va voir les autres vivre des événements. Pourquoi pas trouver le moment d'être des acteurs de notre vie? Et là, c'est une sortie détente, découverte, apprentissage aussi, informative, parce qu'on a énormément appris. Les professionnels des médias, heureux d'avoir découvert le parc zoologique Agualand, invitent toutes les couches de la société à leur emboîter le pas. On va quitter donc le complexe zoologique et touristique Agualand à Boumé-Calavi pour Boycon, la ville qui a abrité les 4, 5 et 6 mai dernier les travaux de l'atelier national de réflexion sur la collecte de données sur le handicap pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les assises sont initiées par l'organisation Handicap International en partenariat avec la Fédération des organisations des personnes handicapées du Bénin. Le compte-rendu est signé Imet Elena Monsou. L'espace d'échange est dédié au bien-être et à l'amélioration des conditions des personnes en situation de handicap. La rencontre se tient en prélude à l'organisation très prochainement au Bénin du 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 5. L'atelier regroupe à Boycon des participants provenant de diverses structures impliquées dans l'activité de dénombrement. Ensemble, ils vont réfléchir et définir une approche méthodologique permettant l'utilisation de l'outil Washington Group dans les instruments de collecte de données liées aux handicaps. Considérant les nombreuses actions des organisations de la société civile dans la promotion et la défense des droits humains et celle du gouvernement, nous sommes invités à travers les différents travaux de cet atelier à accorder une attention particulière aux actions qui faciliteraient l'obtention des données désagrégées sur la personne handicapées. Les personnes handicapées souhaitent, de la part de la société à laquelle elles appartiennent, la reconnaissance de leurs droits fondamentaux comme l'éducation, l'accès à l'emploi, à la santé et autres. Cet atelier, l'Institut attend donc beaucoup d'éléments de cet atelier qui devront contribuer à lever le voile sur les aspects du handicap, tant au niveau international que local. Organisées avec l'appui de plusieurs partenaires, ces assises sont inscrites au volet des activités prévues dans le cadre de l'un des projets mis en œuvre par Handicap International Humanité et Inclusion. De ces réflexions sur la thématique de collecte de données sur le handicap, il est attendu la mise en lumière de nombreux aspects du sujet pouvant éclairer les politiques publiques et privées, ainsi que toutes les stratégies en faveur du handicap. L'objectif véritablement de cet atelier, c'est vraiment que les acteurs de la mise en œuvre, de la collecte de ces données puissent véritablement s'entendre sur la méthodologie qui permet réellement de mieux adresser les personnes handicapées. Comme vous le savez, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a fait voter des lois en faveur des droits spécifiques des personnes en situation de handicap. Le comité mis en place pour l'élaboration des décrets d'application est à pied d'œuvre et les résultats ne tarderont plus à être mis en application. Les 2 jours de rencontre sont portés par l'organisation Handicap International Humanité et Inclusion et son partenaire privilégié, la Fédération des organisations de personnes handicapées. Les diverses recommandations formulées au thème des travaux serviront dès lors de brevier à l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSTAD, pour la suite des travaux techniques du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 5. Dans la suite de ce journal, le Fonds africain de garantie de coopération économique et le Tchad actualisent leur partenariat pour le financement des projets de développement. Un nouveau mémorandum d'entente a été signé à cet effet vendredi dernier à Cotonou. Pour la circonstance, la secrétaire d'État aux finances et au budget de la République du Tchad avait à ses côtés ses collègues et les responsables du FAGAS. Le compte-rendu est signé Clément Tchadé. 2 ans après un premier mémorandum d'entente, la République du Tchad et le Fonds africain de garantie et de coopération économique se retrouvent pour relancer leur partenariat.
À cet effet, la secrétaire d'État aux finances et au budget du Tchad signe ce vendredi à Cotonou les documents qui consacrent le nouveau mémorandum d'entente conformément au nouveau plan stratégique du FAGAS sur la période 2021-2025. Que cette signature se fait dans un environnement économique et social difficile à cause de la pandémie que vivent toute l'Afrique et les États membres du FAGAS en particulier, et dans ce contexte, développer des synergies pour un développement inclusif des pays comme le Tchad devient une nécessité. Un pays comme le Tchad, dans une transition actuelle, a besoin de soutien de tous les partenaires, sans exception, que ce soit des partenaires africains ou des partenaires étrangers. Le FAGAS a pour objet de contribuer au financement économique et social de ses États membres, pris individuellement ou collectivement. Comme vous le savez, notre pays, le Tchad, fait face à plusieurs défis de développement qui nécessitent entre autres la mobilisation de ressources financières en faveur de projets productifs dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. C'est pourquoi je voudrais remercier le FAGAS qui s'est engagé à développer des synergies avec les institutions financières au profit du financement des projets productifs du Tchad. Avec ce nouveau mémorandum, le FAGAS s'engage à mettre en place une ligne de garantie ouverte dans les lignes de crédit d'au moins 3 banques, l'appui à la mobilisation des ressources financières et techniques, l'appui aux PMI-PME et bien d'autres avantages au profit de l'État tchadien. Au niveau du Tchad, nous avons vraiment besoin de pousser le secteur privé. Et donc le FAGAS est un outil qui est tout à fait, est un instrument qui est tout à fait indiqué. Et le souhait est justement qu'il soit aujourd'hui un atout de plus dans l'effort déployé par le président du Conseil militaire de transition pour relancer l'économie du Tchad, pour faire profiter le secteur privé de toutes les opportunités qui existent à travers les différents engagements que l'État a pris dans les différentes institutions à différents niveaux sous-régionaux. Et nous espérons bien que ce mémorandum, avec ces nouveaux axes que nous avons souhaité beaucoup plus en adéquation avec la situation de notre secteur privé, avec les ambitions, les besoins et la configuration aussi des porteurs de projets, soit beaucoup plus efficient, on va dire efficace, dans un futur assez proche. La nouvelle coopération entre le FAGAS et le Tchad va aussi favoriser la création d'un prestataire de services d'intermédiation et d'un fonds national de garantie. La secrétaire d'État aux finances et au budget a saisi l'occasion pour inviter les banques tchadiennes à une utilisation effective des mécanismes de couverture du fonds afin de financer davantage les projets de développement. Dans le reste de l'actualité, pour le compte de cette édition, on parle de la célébration de l'excellence en milieu scolaire à travers le projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin. Projet mis en œuvre par l'ONG Aide et Action et Plan International Bénin au profit des apprenants des communes du département de l'Atlantique. La cérémonie de remise de l'eau d'encouragement s'est déroulée à la mairie d'Abomey-Calavi. Le point avec Teddy Goudalo, Moufid Sagouan. 16 apprenants venus de différentes écoles des communes du département de l'Atlantique sont les lauréats des Olympiades en mathématiques et en français. Un jeu concours initié par les organisations non gouvernementales, Aide et Action et Plan International Bénin avec l'appui financier de la coopération suisse. Les Olympiades laissent s'exprimer la créativité et l'inventivité de l'écolier tout en lui permettant de vivre autrement sa relation avec sa maîtresse ou son maître. L'objectif principal est de contribuer à l'amélioration de l'offre éducative. Le présent projet vise à susciter des initiatives de réforme en termes de professionnalisation des enseignants et bien d'autres mesures correctives visant à rectifier le tir et à mener les élèves à s'intéresser davantage à la lecture et aux mathématiques. Au nombre de 48, les lauréats reçoivent chacun leur lot d'encouragement. Cette célébration de l'excellence en milieu scolaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin. La coopération suisse est attachée justement à l'amélioration de la qualité de l'éducation et des résultats d'apprentissage, et on s'est engagé à la suite du plan sectoriel
éducation 2018-2030 du Bénin, aux côtés d'autres partenaires techniques et financiers, dont le consortium Aider Action et Plan International, pour contribuer justement à proposer des solutions et à soutenir le système éducatif dans son ensemble pour le bien des enfants et pour le progrès du pays. 10% des écoliers testés en début de cycle atteignent le niveau minimum de compétences en langue 2 et 34% en mathématiques. En fin de scolarité du primaire, ils atteignent 52% en langue et 40% en mathématiques. C'est ainsi que nous apprécions à sa juste valeur l'organisation de ces Olympiades en français et en mathématiques. C'est une première célébration qui, selon les initiateurs, a tenu la promesse des fleurs. Le rendez-vous est pris pour la seconde édition qui prendra en compte un autre département. Sport pour boucler le point de l'actualité et ouvrir la page invitée. Coris Banque Internationale devient le sponsor officiel d'Adidja FC des Forces armées béninoises. Désormais, donc, l'institution financière est appelée à venir en appui à la société sportive du club militaire dans ses efforts de financement de ses activités. Le contrat de sponsoring a été rendu public ce vendredi, tout comme le projet et les nouvelles couleurs du club de football. Tout s'est déroulé dans les locaux de l'état-major des Forces armées béninoises. Les précisions sont avec Nassis Alossé et Elvis Tonokou. Voici la nouvelle tunique du football club Adidja Sarl des Forces armées béninoises. Une tunique aux couleurs de l'armée floquée du logo de Coris Banque Internationale. L'institution financière a accepté d'être le partenaire officiel du club de l'armée. Le partenariat va s'articuler sous forme d'un sponsoring, en termes d'appui budgétaire d'une part, mais également en termes d'offres de services à des conditions particulières aux éléments des forces armées. Sponsor en termes d'appui budgétaire aux militaires footballeurs sur une durée de 3 ans. Un accord historique de partenariat qui prévoit un financement extérieur représentant environ 20% du budget annuel du club. Avoir la passion, c'est une chose, mais susciter l'engouement en est une autre. Et pour susciter l'engouement, il faut beaucoup de travail autour. Et c'est ce travail que, au sein de l'armée, nous avons décidé de faire et en accompagnant les réformes du gouvernement. Les réformes du gouvernement qui exigent la création des sociétés sportives. Et pour séduire Coris Banque Internationale, Adidja FC Sarl a dû jouer sur le statut d'une institution. Du point de vue des avantages comparatifs, Adidja des Forces armées béninoises est potentiellement la plus grande équipe du Bénin. Du fait que derrière, il y a des militaires qui se comptent par milliers. Et nous sommes les seuls à pouvoir dire à un partenaire, nous avons 10 000, nous avons 15 000 supporters qui sont fichés, qui ont un numéro matricule, vous imaginez. Les autres équipes ne peuvent pas prouver de ce qu'ils ont autant de monde derrière. Malgré le poids de ses supporters, le club de l'armée occupe la dernière place sur le tableau du classement général du championnat national, compétition dans laquelle le sponsor entend l'accompagner. Adidja aujourd'hui est dernier, mais je vous prie de prendre date, vous allez voir. Adidja sera des premiers parce que avant nous n'avions pas les moyens, nous allions recruter sur le banc de touche des autres ou dans leur poubelle carrément. Aujourd'hui nous avons les moyens d'étoffer l'équipe. Étoffer l'équipe et avoir un staff à la hauteur de nouvelles ambitions du club. Un club qui retrouve aujourd'hui l'élite du football béninois, rêve nourri depuis 25 ans. Et pour marquer cette avancée, un clin d'œil a été fait à Patrice Talon, chef suprême de l'armée, à qui un maillot a été confectionné avec le plus légendaire des dossards. Le plus légendaire des dossards, le numéro 10 pour le président Patrice Talon. Merci à vous, Nassis. Alors, c'est sur votre reportage que prend fin la première partie de ce grand format. L'invité de la semaine a pour nom Francis Perani. Il est le directeur général par intérim de la Société nationale d'énergie électrique. Si vous voulez savoir pourquoi vous constatez depuis quelques jours les coupures d'électricité chez vous, restez avec nous. Notre entretien, c'est juste après le ZAP 3 qui fait son retour avec Nagui Balagui. L'Afrique, c'est le continent des grandeurs. Ces terres font naître de nombreux enfants, de nombreux projets. Elle accompagne chacun d'eux durant toute leur vie. Elle les assiste pour leur sérénité dans les soins et dans leurs finances. Elle prépare leur avenir et aussi leurs vieux jours. Et même après leur décès,
elle est toujours là pour assurer leur arrière. Cette Afrique, c'est l'Africaine Vie, le sens de l'engagement. Pour votre plaisir et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans, c'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. Des marchés de toute Bénin. Je vous remercie pour la confiance que vous avez placée à ma modeste personne et vous promets fermement de continuer à accomplir avec dignité et abnégation et dans le sens de l'intérêt général la noble mission que vous m'avez confiée. Pas que nous sommes en train de jeter des fleurs au président Patrice Talon. Il est un envoyé de Dieu pour sauver le Bénin. Il est un envoyé de Dieu pour sauver le Bénin. Avec dignité et abnégation. Et pour connaître le nombre d'années que le président Talon va faire au pouvoir, le président Talon, il a dit Sintoro. Sintoro. Son chiffre fétiche, son chiffre de chance, c'est le 6 et le 4. 6 et 4, c'est ces jours-là qu'il a pris le pouvoir. Pour connaître le nombre d'années qu'il va faire au pouvoir, on prend le chiffre fétiche 60. On prend le chiffre fétiche 60, qu'on divise par 6. D'abord, ça fait 10 ans. Et si on prend le chiffre toujours divisé par 4, 60 divisé par 4, ça me fait 15. Entre 15 et 10 ans, combien d'années le président Talon doit faire au pouvoir pour que le Bénin soit un pays sauvagement, internationalement reconnu? Voyez-moi ça. Je vais faire de la preuve. Regardez-moi. Regardez d'abord. Entre 6 et 10, vous voyez non? Allez, comment on appelle? Regardez sa dernière d'investiture. Le 23-05 2021. Quand on associe le tout là, ça fait 2 plus 3, 5. 5 plus 5, 10. Le total, ça fait 15. Quand nous prenons les 29, son premier 29, son deuxième 29, son troisième 29 de l'indépendance, quand on associe le tout là, ça fait 87%. Ça veut dire que le taux des élections de 2021 devait abandonner les 87%. Il a eu combien? 86,4%. Donc c'est pour rester à la Sénat. Donc 87%. Donc quand on totalise le tout là, 8 plus 7 là, ça me donne toujours 15. Donc normalement, 15 là, on a trouvé 15 3 fois. Il doit faire 15 ans au pouvoir. 15 ans. Normalement, avant que le Bénin ne soit un pays en paix. Je vous le dis. Avec dignité et abnégation. Je pense que ça marche. Allô? Ça peut aller? Ok, merci. No Chilemi. Il m'a fait gagner. Dede. Micro pour parler de vous. Non. Tito me mise do teo. Ona se to gan. Mi da shi mi la za fa to no te. Ona ko de na blogon ni mi so ke nta won.
d'avoir une nombre d'animations, nous manifestation de gens pour moi. Donc, il faut pas le reconnaître. Bonjour, chers amis. Moi, j'enlève des carreaux ici pour que le déménagement du stade d'amitié sera fait vite. Alors, ici, on vend du potable. Notre DG nous a fait venir ici parce qu'on l'a dit de déménager sur les lieux. Donc, c'est pour cela que nous sommes ici pour faire le déménagement. Candidats aux divers examens, ceci vous concerne. Le complexe Clé de la Réussite organise à votre intention des séances intensives de travaux dirigés, appuyées par des rappels de cours pour mieux vous préparer au bac A, B, D, G1, G2 et G3, au BEPC et au CAP AC et EB, avec le maximum de chances de réussite. Pour tout renseignement sur les travaux dirigés TD, contactez-nous sur nos différents sites à Voudjé, à Mélentin, à Zogbouroué et à Calavi. Téléphone 97 88 42 16. N'oubliez pas, choisissez les TD spéciaux de la Clé de la Réussite pour un fort taux de réussite aux examens. Disposer d'énergie électrique en quantité, en qualité et à moindre coût, c'est le défi que s'est lancé le régime de la rupture avec à sa tête le président Patrice Talon. 6 ans déjà que les actions se mènent avec d'énormes efforts dans le secteur. Mais la population qui avait l'impression que les délestages auxquels elles étaient habituées auparavant sont aujourd'hui maîtrisés commence à se poser des questions. Que se passe-t-il? Nous en parlerons avec le directeur général par intérim de la SBEE, M. Francis Perani, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes également le directeur administratif et financier de la SBEE. Bienvenue sur le plateau de grand format. Merci. D'accord. Alors, votre lecture de la situation n'est forcément pas la même à celle donc, de la population. Le sevrage d'électricité que nous constatons ces derniers jours, comment vous le qualifiez? Alors déjà, on va rectifier les termes. Il ne s'agit pas de délestage. Le délestage, c'est une interruption volontaire de l'énergie pour ajuster l'offre et la demande. Alors au Bénin, il n'y a pas du côté de la demande, il y a une croissance forte, une croissance de 10% à peu près par an. Cela veut dire qu'on accueille de plus en plus de clients et c'est en conformité avec la grande vision de son Excellence le Président Patrice Talon d'électrifier le Bénin à 100% d'ici à 2030. Ça vaut la peine de le rappeler, c'est une grande ambition. Donc du côté de la demande, nous accueillons de plus en plus de clients et nous en sommes très heureux. Du côté de l'offre, il n'y a pas de problème particulier. Je vous rappelle que Maria Gleta est en place depuis mars 2019, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une production, une génération d'électricité dans le pays et une indépendance énergétique à 50%, à peu près 700-800 gigawattheures par an. Donc Maria Gleta produit dans le pays 50% et l'autre 50%, il est assez équilibré entre le Ghana et le Nigeria en termes d'importation. Les prix du Nigeria sont d'ailleurs plus faibles de 20% par rapport à autrefois, ce qui veut bien dire que du côté de l'offre, les producteurs nigériens veulent en donner plus au Bénin. Donc il n'y a pas de problème d'offre, il y a une demande qui croît. Donc les problèmes que l'on a, ce n'est pas du délestage. Le terme n'est pas approprié, on va dire. D'accord. Alors, quelles sont les raisons qui expliquent ces coupures? Je ne sais pas s'il faut l'appeler délestage, coupure, en tout cas absence d'électricité dans les ménages. Je ne sais pas quelle est la terminologie que vous retenez pour ça, mais quelles sont les raisons qui justifient le phénomène? Bon, tout d'abord, je veux rappeler, sans être trop juridique, mais l'article 55 du Code de l'électricité nous oblige, on va dire, à fournir de l'énergie régulière, permanente et continue à nos consommateurs. Donc nous, on s'attelle à le faire et on s'attache à le faire. Maintenant, il y a le concept d'interruption qui est prévu.
et qui a de multiples causes. Pour le consommateur, lui, il voit une interruption et il s'en plaint, il a une frustration. C'est tout à fait légitime et normal. À nous d'informer, à nous de répondre, à nous d'expliquer ce qui se passe. Peut-être pour résumer ou pour faire simple, lorsqu'on a des interruptions, on va dire qu'elles sont de 4 grands types. Le premier type, qui est peut-être celui qui vient le premier à l'esprit et sur lequel on va développer toutes nos frustrations, je dirais au niveau consommateur, mais aussi chez nous, ce sont les pannes. Après tout, un réseau, c'est un ensemble d'équipements et de fils électriques qui peuvent tomber en panne. Il y a des machines. Et souvenez-vous, on peut avoir des pannes dans la basse tension, basse et moyenne tension. Puis on a aussi les lignes à haute tension, qui ne sont pas du ressort, en tout cas totalement de la SBE, qui sont aussi du ressort de la CEB, ou même de la TCN quand ça vient du Nigeria. Donc on peut avoir des pannes, je dirais, sur la haute tension et aussi sur la basse tension. Là-dessus, la réponse qu'on apporte, c'est plus de maintenance préventive. Et lorsqu'on fait les réparations, la maintenance curative, le faire vite. Même si ça ne se voit pas forcément au quotidien des personnes, la moyenne, mais les moyennes ne parlent pas aux gens, c'est qu'on répare en moins d'1 heure au lieu de 3 heures il y a quelques années de cela. Donc on a une vitesse de réparation. Ça, c'est la catégorie réparation lorsqu'il y a une panne. Ensuite, il y a un peu les impondérables. Vous avez remarqué que les intempéries sont assez fortes ces derniers jours. Nous le payons directement. Il y a des poteaux qui tombent. Il y a même, vous voyez, des photos sur les réseaux sociaux avec une toiture sur des fils électriques. Tout cela, ça crée de la perturbation. Donc les intempéries, c'est quelque chose, je dirais, c'est un impondérable. On peut le prévenir d'une certaine manière, avec des parafoudres, par exemple. Mais je dirais, le climat et l'intempérie, c'est une deuxième raison qui peut poser des problèmes. Par exemple, la journée du 4 mai, le mercredi, nous avons eu 33 interruptions. C'est le double de la moyenne. Donc certaines journées sont pas bonnes, sont très négatives, et les gens le ressortent encore plus fortement. Ce qui compte, c'est quand même la moyenne globale, qui globalement, je dirais, s'améliore. C'est un petit peu délicat de dire cela, que ça s'améliore. Les gens ne le ressentent pas partout, notamment dans les régions où il y a encore des difficultés comme à Zoukoline, mais globalement, ça s'améliore. La troisième cause que l'on peut citer, c'est, je dirais, l'entretien normal pour la bonne cause. Vous allez avoir une coupure parce que, par exemple, on va brancher à tel endroit un transformateur de MCA, payé par MCA Bénin 2, payé par le programme américain. Et là, il va y avoir une coupure de 2, 3, voire 4 heures pour mettre un nouveau transformateur qui va améliorer la tension. Donc ça, je dirais que c'est des coupures pour la bonne cause. Donc voilà. En gros, je dirais, c'est un peu, nous devons bien communiquer, nous devons donner la bonne perception de ce qui se passe pour éviter de tout amalgamer et donner à la fois la confiance et l'espoir que le réseau, quand même globalement, s'améliore et arrive à suivre la croissance de la demande. Alors, d'aucuns estiment que ces pannes sont liées à la vétusté, donc du matériel de la SBE. Est-ce que c'est une réalité? Alors, on va pas donc les pannes, la partie panne de nos problèmes, effectivement, est liée à la vétusté. Le réseau, pour vous le représenter, c'est 13 000 km, on va dire. Ça, c'est un existant de réseau. On a été assez rapidement vers 16 000 km en 2022. 13 000 km, c'était il y a 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Les 3 000 km qu'on a ajoutés n'ont pas de problème particulier, c'est tout neuf, c'est bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, le 13 000 km initial, sur lequel on met de plus en plus de clients, il n'est pas aux normes à peu près à 50%. Alors cela, ça pose des problèmes, ça génère des pannes. Il n'y a pas d'autre solution que ce programme d'investissement auquel nous avons pensé, qui s'appelle ASC, Amélioration du service à la clientèle, chiffré à 200 milliards. Un programme de 2 ans qui va se lancer en 2022. Il faut avoir de la patience. Les réseaux prennent du temps à se remettre aux normes, à se remettre à bon niveau. L'essentiel à retenir, c'est que les investissements sont là pour se remettre à niveau, tout en étendant le réseau pour les nouveaux clients. Il faut bien comprendre que c'est comme une course entre 2 objectifs complexes, la fiabilité et la pérennité d'un réseau existant et l'extension et densification d'un nouveau réseau pour accueillir cette forte croissance. Très bien. Alors, la mise en service de la centrale de Maria Gleta sonnait comme la fin donc, des délestages selon la communication qui a été faite donc, autour de ce projet. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que le bout du tunnel est encore loin?
Du point de vue du délestage, le bout du tunnel est déjà franchi. Et pas seulement du fait de Maria Gleta, aussi du fait que nous importons du Ghana et du Nigeria de l'énergie à suffisance et à très bon prix. Donc nous n'avons pas un problème d'approvisionnement énergétique au Bénin. Il y en a assez même pour accompagner notre croissance sur le long terme. Donc voilà, Maria Gleta est arrivée en 2019, est à pleine puissance en 2020. La fiabilité de Maria Gleta est très bonne. Le taux d'utilisation est très bon. Donc ça, c'est du passé. Ces histoires d'approvisionnement énergétique, c'est du passé. Et d'ailleurs, une centrale est à l'étude pour la zone économique de Glojibé, pour accompagner un peu la croissance pour les industriels. Donc Maria Gleta, c'est du passé dans le sens où c'est fait, ça marche. Il y a une nouvelle centrale qui est à la réflexion et qui va être lancée d'ici les 2 à 3 prochaines années pour continuer à maintenir un taux d'indépendance énergétique élevé, au-dessus de 50%, tout en accompagnant la croissance de la demande. Donc le problème, il n'est pas, je dirais, en amont et en aval de la chaîne. Il y a l'énergie au niveau de la source, les clients veulent l'énergie, tout se passe au milieu, dans les réseaux. Dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021, près de 800 milliards de francs CFA ont été investis dans le secteur d'énergie. En 2022, et au regard des constats qu'on est en train de faire ces derniers temps, est-ce que la population a des raisons d'exprimer leur déception? Oui. Alors, l'investissement fort, il y a eu le PAG 1. Là, maintenant, nous sommes dans le PAG 2. Le PAG 1, alors je ne me souviens pas si c'est vraiment 800 milliards. Je pense que ça inclut la production. Production, transport, distribution, ça doit être 800 milliards. Disons que c'était la première étape. Ce qui vient est plus fort que ce qui a été fait. C'est encore plus fort. Évidemment, il faut avoir la patience, je dirais, de voir ces investissements se réaliser. C'est des investissements quand même pluriannuels. Et le pipeline de projets pour cette vision 2030 du président M. Talon et également de notre ministre Dona Jo-Claude Oussou de l'énergie, cette vision-là, elle est supportée par un volume d'investissement autour de 2000 milliards, ce qui est quand même absolument gigantesque d'ici à 2030, avec la plupart des projets démarrés. On a inauguré assez récemment le PAD SBE qui a été lancé. Il y a le MCA qui est déjà à l'œuvre depuis un petit moment. Vous aurez le P2AE avec la Banque mondiale qui va aussi bientôt commencer. Donc je dirais les investissements majeurs sont encore à venir. Il y a eu des investissements majeurs réalisés, mais l'effort d'investissement, il va être encore doublé pour les 4 à 5 prochaines années. Donc le réseau va s'améliorer à cette occasion, s'étendre à cette occasion. Nous avons 700 000 clients aujourd'hui, on en veut 1,2 million de plus d'ici à 2030. Donc tout cela, ça requiert ces gigantesques investissements que l'on fait. Et en même temps, au quotidien, il faut résoudre les pannes, les problèmes divers et variés d'un réseau vétuste qui lui aussi va se fiabiliser via ce projet de 200 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ce qui intéresse surtout vos abonnés, les abonnés de la SBE, au-delà des explications que vous avez données, c'est qu'est-ce que la SBE ou le gouvernement fait pour soulager ces peines? Parce qu'il y a des conséquences économiques également. Oui, bien sûr. Donc je dirais, quand les pannes se passent, déjà nous sommes à l'écoute, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous écoutons aussi les associations de consommateurs, dont la B2E par exemple, que je peux citer ici. Nous sommes à l'écoute de toutes ces pannes. Je vous ai cité une journée où il y en avait 33, enfin 33 interruptions, pas forcément pannes mais interruptions. Donc ce que l'on fait, c'est dans un mode réactif, d'agir vite, le plus vite possible. Parfois, on entend telle interruption, ça a mis plusieurs journées, etc. On fait l'effort maximum pour qu'une interruption soit résolue en moyenne en moins d'une heure. Même si ce n'est pas forcément perçu, vous trouverez toujours telle ou telle interruption qui aura pris beaucoup plus qu'une heure. Mais en moyenne, dans l'année, on fait en sorte que vous pouvez avoir une interruption qui dure 2 minutes, par exemple. Donc on fait en sorte que la moyenne, qui est passée de 3 heures à 1 heure, continue à baisser. Ça, c'est un premier niveau d'effort. Ensuite, en termes de maintenance préventive, maintenance curative, on met plus de budget sur ces affaires-là. On met une attention au quotidien pour des améliorations immédiates, tout en sachant que c'est par de lourds investissements qu'on aura résolu les causes fondamentales d'un réseau qui n'est pas encore à l'excellence.
Donc voilà, je demande de la patience, je veux apporter aussi de l'espoir que les choses vont continuer à s'améliorer. Et la meilleure preuve que cela va continuer à s'améliorer, c'est le niveau d'investissement qu'on réalise. Le service de qualité à la clientèle, c'est l'un des engagements de l'équipe actuelle de la SBEE. Est-ce que ce service est pleinement assuré? La relation avec la clientèle? Alors, la relation avec la clientèle, c'est le produit, avoir un bon produit. Malgré ces interruptions, on fait en sorte que le produit soit bon. On continue donc tout un tas d'investissements pour que le produit, c'est-à-dire l'électricité disponible, soit au rendez-vous. Ensuite, pour satisfaire le client, il y a évidemment... Vous savez, moi, à chaque fois que je me balade ici, j'entends, quand je dis SBE, j'entends toujours votre électricité n'est pas tout à fait fiable et en même temps, c'est trop cher. J'entends toujours ces deux critiques, je les ai bien intégrées. Donc la fiabilité, on vient d'en parler. Alors, le côté prix, c'est important pour la satisfaction du client. Vous aurez noté qu'en période d'inflation forte, le prix n'a pas bougé. Il y a eu peut-être un peu d'augmentation perçue via la fin des subventions au début d'année. Les subventions sont revenues lors d'un conseil des ministres du 24 mars. Aujourd'hui, le prix de l'électricité, il est stable, il n'a pas augmenté, il n'a pas bougé depuis 2020. Je ne peux pas annoncer qu'il pourrait baisser dans les années futures, mais il n'augmente pas, ce qui est déjà remarquable en période d'inflation. Donc ça c'est très important. Le troisième élément pour nos clients, c'est de rendre l'expérience client, si je puis m'exprimer ainsi, fluide. Donc par exemple, on va à fond sur le e-paiement, la digitalisation, le concept de e-agence. Pour se brancher, demain, vous pourrez le faire par Internet, en tout cas la demande. Et aujourd'hui, vous pouvez payer vos factures post-payées par Internet, sbe.bj, ou par téléphone lorsqu'il s'agit de prépayés. Vous pourrez payer par téléphone le post-payé très bientôt, avec le concours de l'ACI et du ministère du Numérique. C'est quelque chose qui serait une réalité très prochainement. Donc ce genre de choses, ce genre d'amélioration pour la satisfaction du client, nous y mettons aussi des efforts. On va finir avec votre message à l'endroit des abonnés de la SBE qui nous suivent en ce moment. Bon, pour ceux qui ont de l'énergie électrique chez eux, quels sont les mots d'assurance que vous avez à leur endroit? Donc ceux qui ont de l'énergie, comme je l'ai dit, nous faisons le maximum pour que cette énergie soit régulière et continue. On s'excuse évidemment de toute interruption qui peut arriver. On vous demande, je dirais, de la compréhension, d'une certaine manière, sur les causes de ces interruptions. Ne pensons pas que c'est du délestage, ce n'est pas du délestage. Ne pensons pas que c'est de la mauvaise volonté. Vous voyez que les taux d'intervention sont très rapides. Et ne pensons pas que ce ne sont que des pannes. Ce ne sont pas que des pannes. Il peut y avoir des intempéries. Il peut y avoir aussi du vandalisme. Je ne l'ai pas signalé, mais on a eu 50 actes de vandalisme. Les personnes volent le cuivre sur nos réseaux. C'est vraiment de l'incivisme total. Et ça peut perturber également les réseaux. Donc les causes sont multiples. Moi, je demande un peu de compréhension sur ces causes et de confiance ou d'espoir que nous sommes au maximum sur la résolution des problèmes. Nous y allons avec méthode, on analyse, on réagit. Donc nous, on ne peut pas rentrer dans une dynamique négative de plainte ou de complainte. On est à l'ouvrage, on est dans l'action pour que les choses s'améliorent. Et on promet qu'on va communiquer plus, qu'on va expliquer plus les choses. Et qu'on va revenir expliquer aussi comment les choses s'améliorent. D'accord. Merci à vous, M. Francis Perani, directeur administratif et financier de la Société nationale béninoise d'énergie électrique et directeur général par intérim de la SBEE. Merci pour ces explications et bonne journée à vous. Oui, merci à vous. Mesdames et messieurs, voici l'artisan de la semaine. Du 20 février au 22 mai 2022, la présidence vous ouvre ses portes pour une immersion publique et gratuite dans plus de 3 siècles d'histoire de l'art du Bénin. Venez découvrir les trésors royaux restitués par la France, tout en vous plongeant dans la création contemporaine des artistes du Bénin et de sa diaspora. L'art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui se révèle à vous tous les jeudis au vendredi de 15h à 18h30 et samedi-dimanche de 10h à 18h30. Renseignements www.expoartbenin.bj et réseaux sociaux.
Avec la nouvelle application Canal+, retrouvez plus de 25 000 programmes en replay, profitez de 200 chaînes en direct et contrôlez votre consommation de data. Téléchargez-la dès maintenant, c'est inclus dans votre abonnement. Retour donc sur le plateau. Notre deuxième invité est déjà installé, Antoine Akonadje, bonjour. Bonjour, monsieur Vous êtes Bokaris. spécialiste des questions artisanales et président de l'Association des journalistes et animateurs pour la promotion de l'artisanat au Bénin. Bienvenue. Merci. Alors, le secteur de l'artisanat que vous connaissez très bien, comment se porte-t-il? Bon, le secteur de l'artisanat se porte mieux pour le moment. Et avec l'avènement du président Talon, je pense que les petits pas sont en train d'être mis dans les grands pas pour que l'artisanat qui constitue une base de développement réel d'une nation puisse avoir sa valeur, sa place réelle au sein de la nation et au sein du secteur du développement. Donc aujourd'hui, l'artisanat tel que le chef de l'État est en train de mener les réformes pour sa structuration et les dispositifs à mettre en place pour que ça puisse évoluer. Je pense que si tout va bien, ce sera encore plus mieux que ça. Alors, quels sont les différents types d'artisanat que nous avons? Avec combien de métiers à peu près au total? Bon, l'artisanat au Bénin, l'artisanat c'est le secteur le plus organisé, pour ne pas dire structuré. L'artisanat est divisé en 8 branches. Nous avons la branche agroalimentaire, la branche mine carrière, la branche métaux, la branche bois et assimilation, la branche textile et habillement, la branche hygiène et soins corporels, la branche audiovisuelle communication, la branche art et décoration. Donc l'artisanat est divisé en 8 branches. Et à ces branches sont liés des corps de métier. Et nous avons 42 corps de métier. Et avec si on prend la nomenclature, nous avons 2 nomenclatures. Si on prend la nomenclature du Bénin, la nomenclature du Bénin a recensé 311 métiers. Mais lorsque le MOA a fait sortir sa nomenclature, le MOA est revenu à 175 métiers. Donc pour le moment, officiellement, nous pouvons se contenter de la nomenclature de l'UEMOA. On peut dire que l'artisanat regroupe aujourd'hui 175 métiers. Ça n'est pas que les métiers qui étaient retenus dans la nomenclature béninoise n'étaient pas des métiers. L'UEMOA a simplifié les choses pour qu'on ait des métiers au sein desquels se trouvent des métiers annexes. L'organisation des acteurs même, comment ça se passe, les fédérations, associations et tout? Oui, l'artisanat est organisé de telle manière que de la base jusqu'au sommet, c'est bien structuré. Au niveau des communes, pour ne pas dire les quartiers, les villages, nous avons les associations de base. Et si je prends le cas des coiffeurs, les coiffeurs peuvent se regrouper en association. C'est que les artisans exerçant le même métier peuvent se regrouper en association. Mais revenant au niveau de la commune, nous avons ce qu'on appelle le collectif des artisans. C'est comme le porte-parole des artisans dans une commune, comme le maire dans une commune. Donc eux, c'est un bureau de 5 membres qui est chargé de gérer les activités artisanales, les actions corporatives dans le secteur de l'artisan dans les communes. Maintenant, quand on vient au niveau départemental, nous avons ce qu'on appelle les unions de branches. Nous avons dit maintenant que l'artisanat est divisé en 8 branches. Donc au niveau de chaque département, il y a les unions de branches qui sont créées. Donc puisque nous avons 12 départements, nous avons 8 fois 12, ça fait 96. Nous avons 96 unions. Et sur le plan
national, puisque nous avons 8 branches, nous avons 8 fédérations, et c'est l'ensemble de ces 8 fédérations qui a formé ce qu'on appelle la confédération. Mais ça là, c'est le côté organisationnel, comme si au niveau des fonctionnaires, on a les syndicats. C'est ça, c'est le côté artisanal, c'est comme ça. Maintenant, au niveau du côté de l'État, il y a ce qu'on appelle, avant on avait créé les CIM, Chambre interdépartementale des métiers, et au sein duquel se trouve l'UCIMB, l'Union des chambres interdépartementales des métiers. L'avènement de Talon a remis en cause toutes ces structures du côté de l'État, et on a créé avec la loi que les députés ont votée en 2020, et la chambre des métiers. On aura maintenant des chambres interdépartementales un peu partout. On aura une chambre avec un seul président. Avant, on avait des présidents. Maintenant, il y aura un seul président qui est chargé maintenant de servir d'interface. Servir d'interface entre l'État et les artisans. Maintenant, mettre en œuvre la politique de développement mise en place par l'État au sein du secteur de l'artisanat. Puisque personne ne peut connaître le secteur s'ils ne sont pas les acteurs. Donc l'État a jugé bon de confier la politique, les politiques élaborées pour faire avancer le secteur, pour faire développer le secteur de l'artisanat. Et c'est ça qui a fait que le CECEM, qui s'organisait avant, était suspendu parce qu'il y avait du désordre. Et l'État, parce que tel que les choses se passaient, l'État ne peut pas punir. L'État ne peut pas punir parce que le document cadre qui est élaboré a responsabilisé les collectifs, a organisé le CECEM, alors que les collectifs ne sont pas trop directement liés avec l'État. Et puis les deux offres s'observaient, l'État il n'y a pas de marge de manœuvre pour punir quelqu'un parce que le cadre n'est pas bien tracé. Si c'est les représentants de l'État qui faisaient mal la chose, l'État saura comment punir. C'est de ça que l'État, de là que l'État a pris la décision, dans un premier temps, de suspendre l'organisation. Maintenant, ça aura lieu le 16 mai, avec la contribution, la responsabilisation de la Chambre, de l'UCMB qui est là, qui va devenir maintenant la Chambre, pour organiser les élections de ce qu'est. Maintenant, ce ne serait plus les collectifs qui organisaient ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est l'œil de l'État, parce que la Chambre, c'est l'œil de l'État au sein du secteur de l'artisanat. D'accord. Dans le PAG1, le gouvernement s'est engagé à accompagner, former, professionnaliser les artisans. Aujourd'hui, est-ce que quelque chose a changé dans le secteur, véritablement? Oui, et le chef de l'État, les réformes qu'il a pensé et mettre en œuvre dans le secteur de l'artisanat, c'est un secteur très compliqué. Et si le chef de l'État, si pendant 5 ans, toutes les réformes envisagées n'est pas encore arrivées à être mises en place, c'est parce que Talon, de façon méthodique, parce que c'est très compliqué, c'est de façon méthodique en train de travailler pour que chaque point puisse être mis à la place qu'il faut. Et c'est ça qui a fait que ce que nous envisageons, ce que nous souhaitons, que ça soit vite mis en place pour que les activités puissent démarrer, n'y est pas encore. Mais cela ne veut pas dire que l'État ne fait rien, l'État est en train de mettre... Parce que quand la Chambre, je vous ai dit que c'est la Chambre qui constituait le bras armé de l'État qui va mettre en œuvre la politique de développement. Donc quand la Chambre serait mise en place, je pense que toutes les réformes, toutes les actions, tous les projets que l'État a élaborés pour accompagner le secteur de l'artisanat, je pense que c'est une réalité. D'accord. Alors, quelle est la place de l'artisanat dans l'économie nationale? L'artisanat, c'est la base de tout développement. Sans l'artisanat, il n'y a pas le développement. Sans l'artisanat, il n'y a pas le commerce. Sans l'artisanat, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que si on prend un exemple, un exemple terre à terre, la quincaillerie, les importateurs qui amènent des quincailleries, qui amènent ces matériaux de construction. S'il n'y a pas ces mécanismes et ces maçons, ces ferrailleurs, ces caroleurs, pour ne pas dire ces ouvriers, pour mettre en valeur, réaliser le rêve du client, est-ce que ces importateurs vont continuer à amener des milliers de conteneurs au Bénin? Non. Prenons le cas de textiles, où des habits, des tissus viennent, les fournitures, c'est parce qu'il y a des artisans, c'est-à-dire qu'il y a une main-d'œuvre qualifiante sur place qui est là pour servir la population. L'artisanat occupe une place très importante au sein de la communauté. Bon, quand on prend les statistiques, pour ça tourne autour de 13% par rapport au PIB. Moi, je dis que ça dépasse là. Si on va faire un travail sérieux, ça dépasse ce que les résultats qui sont présentés. L'artisanat, c'est le socle même de tout développement. Tout est basé sur l'artisanat.
D'accord. L'un des problèmes donc, auxquels est confronté le secteur, vous le savez très bien, c'est le fait que certains Béninois préfèrent consommer les produits importés au détriment des produits locaux. Comment peut-on changer cela? C'est facile à changer. Il suffit que l'État adopte une politique d'obligation des citoyens à consommer local. Si le citoyen va sur le marché et voit que le même produit qui est produit au Bénin coûte moins cher par rapport aux produits venant de l'extérieur très cher, je pense qu'il ne veut pas faire l'économie. C'est là la politique. Et aujourd'hui maintenant, j'ai constaté que Talon, son souci premier, c'est d'investir dans l'acquisition du savoir-faire. Et ça, c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et lorsque nous allons arriver à acquérir à fond le savoir-faire, je pense que tous ceux-là qui disent que les artisans, les produits béninois ne sont pas de qualité, non, c'est parce qu'ils sont formés, c'est qu'à l'instant T, voilà là où ils en sont. Quand ils vont parvenir à être formés à la hauteur, ceux-là qui produisent les choses à l'extérieur ne sont pas des extraterrestres, ne sont pas des robots, c'est des humains comme nous. C'est parce qu'ils ont le savoir, ils ont la compétence. Nous aussi, cherchons à avoir le savoir et la compétence et adoptons maintenant nos produits pour que l'argent que nous cherchons n'aille pas à l'extérieur. Parce que tout ce que nous achetons venant de l'extérieur, nous ne servons pas notre pays, nous servons l'extérieur. Donc, coupons ce lien et investissons dans notre pays. D'accord. Une dernière question avant de vous laisser partir. Quels sont les défis auxquels est confronté le secteur de l'artisanat aujourd'hui? Le secteur de l'artisanat est confronté à plusieurs défis. Il y a, comme on l'avait dit, il y a la mise à niveau. La mise à niveau des artisans. Il y a le marché d'écoulement. Il y a le marché d'écoulement qu'il faut chercher, pour ne pas dire des débouchés. Et ça fait mal à ce que le Bénin, bénéficiant du projet Agua, et c'est pas, nous avons 52 ou 53 pays en Afrique, mais le Bénin fait partie de ces 5 pays qui ont bénéficié de la loi Agua. La loi Agua, c'est une loi qui facilite la tâche aux artisans béninois d'envoyer leur production sur le marché américain sans payer les droits et taxes. Jusqu'à présent, c'est sous le ministre Sassafouita Clécou 2 ou bien Clécou 1 que cet accord a été signé. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on va faire le bilan? Où en sommes-nous? Donc, il va falloir que nos autorités prennent en considération ce volet et aident les artisans, parce qu'un artisan qui gagne, il n'investit pas à l'extérieur, il investit dans le pays. Et un artisan, c'est un entrepreneur. Donc, s'il arrive à faire développer son entreprise, s'il arrive à mettre en valeur tout son savoir-faire, je pense que c'est des sources d'emploi et de richesse qu'il lui a créées. Nous avons le recensement, le dernier recensement nous a fait comprendre que, parce qu'il n'était pas sorti, on a recensé seulement 241 000 artisans. Bon, avec le recensement complémentaire, on ne connaît pas encore le résultat. Si les 241 000 artisans qui étaient recensés deviennent tous des entreprises, ça veut dire que c'est des emplois sur emplois qui seraient créés. Donc, il va falloir que l'État investisse et aide les artisans à avoir des débouchés, des marchés d'écoulement de leur production, à avoir des produits de bonne qualité pour que le Bénin soit classé parmi les pays meilleurs au monde. Merci à vous, Antoine Akornadie, spécialiste des questions artisanales et président de l'Association des journalistes et animateurs pour la promotion de l'artisanat au Bénin. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, quelles ont été les informations qui ont dominé les unes des journaux cette semaine? C'est Nassis Alossek qui nous répond dans la revue de presse hebdomadaire. On le suit et on revient pour donc le décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média Stéphane Akinrossou et le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision, Rovi Abdou. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité cette semaine, les législatives 2023. Pour ces échéances électorales, les journaux font part de la position du Parti du Renouveau démocratique PRD face à la règle des 10% de suffrages exprimés. Selon mes confrères, cette formation politique souhaite que des aménagements soient institués pour donner la chance à plus de courants de pensée au sein de la classe politique. Le parti de Maître Adrien Mbedji propose que pour le prochain scrutin législatif, cette règle soit appliquée lorsque 4 listes au moins ont atteint ce pourcentage.
Et lorsque c'est le cas, que la liste classée aussitôt après celles qui ont atteint les 10% soit éligible, quel que soit son pourcentage, propose le parti au logo arc-en-ciel pour lequel cet aménagement permettra d'éviter que la prochaine Assemblée nationale ne soit constituée que par des députés de 2 blocs acquis au gouvernement. Pour le quotidien matinal, le PRD cherche un raccourci pour sa remontée spectaculaire annoncée, c'est-à-dire atteindre facilement la barre des 10%. En tout cas, la présence d'un courant minoritaire à l'Assemblée nationale est un facteur d'apaisement de la vie politique, a souligné le PRD dans un document soumis à l'appréciation du médiateur de la République. Et ceci à l'issue d'un dialogue initié avec les partis politiques. En termes clairs, commente le quotidien Fraternité, le Parti du Renouveau démocratique souhaite qu'à l'issue des prochaines législatives, les partis qui n'auront pas démérité puissent siéger au Parlement. Mais derrière, mon confrère se pose une série de questions. Cet appel sera-t-il entendu? Mieux, le médiateur de la République qui a reçu la requête va-t-il faire ce plaidoyer? Si oui, sera-t-il entendu? S'interroge la publication. Mais à 6 mois de la date du scrutin, le quotidien Fraternité trouve que le temps presse et qu'il serait difficile de toucher au code électoral dans ce sens. En tout cas, derrière cette proposition, le quotidien matinal voit une pression sur le législateur pour modifier la règle des 10% des suffrages exprimés contenue dans le nouveau code électoral. Après analyse, le journal trouve que cette proposition du parti de Maître Adrien Mbedji est un couteau à double tranchant. Du coup, mon confrère s'interroge. Que feront Patrice Talon et les autres institutions de la République? Sous cette interrogation, mon confrère placarde les photos du chef de l'État, du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle. L'événement précis lui consacre le gros titre de sa livraison de mardi à la déclaration du président des démocrates Éric Ndété au sortir de cette rencontre avec le médiateur de la République. Une déclaration dans laquelle l'homme demande aux dirigeants de se débarrasser de tout ce qui concourt à l'exclusion et qui cristallise les émotions et les ardeurs. Mais nous avons attiré l'attention sur le fait qu'il ne faut pas prendre prétexte de ce que nous souhaitons que les dispositions chrysogènes soient enlevées pour créer d'autres dispositions tendant à favoriser les uns par rapport aux autres, a insisté l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Du coup, le quotidien matinal voit le médiateur de la République en mission difficile, surtout au regard de la position des autres formations politiques. Le mouvement populaire de libération qui espère une suite favorable et la force Cori pour un Bénin émergent qui s'inquiète et dénonce la méthodologie, souligne le matinal. Visiblement pas intéressé par ces postures des partis, l'autre quotidien dans sa livraison de jeudi lui parle de renouvellement de la classe politique. Mon confrère croit savoir que pour législative 2023, le Bénin tend vers un parlement rajeuni et plus dynamique. Dans le même temps, le quotidien Fraternité lui déplore le silence des partis politiques autour du débat sur la cherté de la vie. Très attendu sur le sujet, tout au moins en termes d'analyse et de propositions d'adoucissement de la galère ambiante, écrit le journal, les chapelles politiques ont opté pour le silence. Puis, même les partis bénéficiant du financement public évitent cette question cruciale pour les populations. Pourtant, poursuit Fraternité, ils ont les moyens de commettre des experts qui peuvent étudier sereinement le sujet et pondre un rapport dont les grandes lignes seront débattues au sein du parti avant d'être livrées à l'opinion et transmises au gouvernement. Cherté de la vie au Bénin à l'heure des débats d'idées, curieux silence des partis politiques, titre le journal, qui rappelle que les effets positifs attendus du système partisan veulent que l'animation de la vie politique nationale gagne en qualité. Alors, rien qu'en termes d'idées d'orientation des choix, le personnel politique peut aider, sinon contraindre le gouvernement à mieux faire, conseille le Canard de Ménotin. L'autre sujet qui occupe les colonnes des journaux cette semaine est relatif à un projet d'éclairage public porté par le gouvernement. Son nom, Lumière du Bénin. L'autorisation de mise en œuvre a été donnée à Conseil des ministres en sa séance de mercredi dernier, renseignent les journaux. Et à en croire mes confrères, c'est un projet qui consiste à éclairer par des lampadaires solaires photovoltaïques de dernière génération l'ensemble des 77 communes du Bénin. Et ceci sur plus de 1600 km de voirie. Mise en œuvre du projet Lumière du Bénin, 77 communes et 1600 km de voirie impactées, peut-on lire à la 2 de 1 du quotidien matinal dans sa livraison de jeudi. Pour l'autre quotidien, le gouvernement veut sortir de l'obscurité 77 communes du Bénin. À ceci s'ajoute l'éclairage des sites péages et paysages implantés dans le pays.
Le dit projet va impacter plus de 6 millions de Béninois, précisent les journaux. Seulement, pour l'exécution de ce projet, le quotidien Matin Libre souhaite que le modèle de la route des pêches ne soit pas reconduit. Bénin, 1600 km de voies éclairées, non à un éclairage comme sur la route des pêches, s'exclame mon confrère. Dans la suite cette semaine, justice. Les journaux nous informent de la suite du scandale financier qui secoue la brigade économique et financière. Selon le journal L'événement précis, la policière présumée voleuse et son époux ont été déposés en prison et seront jugés le 16 mai prochain. Mon confrère rappelle que les prévenus sont accusés d'avoir estorqué 17 millions de francs CFA à la brigade économique et financière. Pour mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité, un dossier sur la mauvaise haleine pondu cette semaine par le quotidien Fraternité. Le journal fait une incursion dans les foyers conjugaux et constate que ce phénomène détruit la vie des couples. Dans la vie de couple, écrit le journal, l'odeur indésirable dont les causes sont multiples et multiformes apparaît comme un sujet tabou dont les partenaires ne discutent pratiquement pas. Ainsi, en silence, la litose a raison de plusieurs couples, renseigne Fraternité qui, dans son enquête, a pu recueillir le témoignage d'une ingénieure en télécommunications et assistante technique d'une structure qui dit avoir mis fin à ses relations avec son partenaire à cause de la mauvaise haleine de celui-ci. C'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Bonne nouvelle, la semaine généreuse évolue. Maintenant, la nouvelle semaine généreuse, c'est instantané, comme le café. N'attendez pas que les images ne coupent pour recharger. Désormais, dès que vous vous réabonnez avant la fin de votre abonnement, vous profitez de 7 jours offerts à la formule supérieure. Et ça, immédiatement. Par exemple, si vous vous réabonnez à la formule Évasion, vous aurez directement accès à 7 jours offerts à la formule Évasion Plus. Et si vous choisissez la formule Évasion Plus, on vous offre 7 jours à tout Canal+. Génial, non? Une question? Un conseil? Le service client Canal+ est toujours à vos côtés. Revue de presse hebdomadaire signée Nassis Alosser. Merci beaucoup à vous. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres informations. Décryptage de l'actualité nationale. Stéphane Arinoros, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci d'être avec nous ce dimanche. Oui, c'est un plaisir. Alors, le mardi 3 mai dernier, c'était la journée mondiale de la liberté de presse. De quelle façon avez-vous célébré la journée au niveau de L'Autre Vision? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Comme tous les autres organes de presse, nous avons réfléchi aux différentes questions qui minent notre corporation. Est-ce que la liberté est aujourd'hui de mise dans l'exercice de notre fonction? Nous avons mené quelques réflexions et nous avons également parlé de la responsabilité du journaliste dans l'exercice de sa fonction, parce qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et donc nous avons essayé de mener quelques réflexions pour aiguiser chacun de nous, en fait des journalistes qui font partie de la rédaction. Alors c'est vrai que c'est plus une journée de réflexion et moins festive, mais concrètement, qu'est-ce que cela apporte à la corporation? Il faut déjà dire qu'en instituant cette journée, l'Assemblée générale des Nations Unies a voulu qu'on sensibilise les uns et les autres sur la liberté de presse, et également qu'on commémore ceux-là qui ont donné leur vie et qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Donc, ce que cela rapporte, c'est déjà d'attirer l'attention des gouvernants sur la nécessité pour eux de faire respecter le droit à la liberté d'expression. Ça, c'est déjà le plus important. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que nous célébrons cette fête de la juste façon?
Ce qui se fait habituellement ici, c'est que les organisations fêtières, à savoir l'UPMB et le CNPA Bénin, se contentent de divulguer quelques communiqués qui, pour moi, deviennent par moments, j'allais dire, une liturgie ou un rituel auquel ils s'adonnent. Moi, je pense qu'au-delà de ces communiqués qui sont diffusés, je ne voudrais pas leur jeter la pierre. Ils font ce qu'ils peuvent, mais au-delà de ces communiqués, il faut que la célébration de la journée de la liberté de presse soit un grand moment où on mène des débats publics sur les questions profondes. Est-ce que au Bénin, le journaliste n'est pas en danger dans l'exercice de sa profession? Moi, je crois que c'est ce débat. C'est vrai que cette année, il y a eu des sorties, il y a eu des mouvements, tout ça c'est beau. Mais derrière ça, il y a des choses. Il y a des choses qui doivent nous préoccuper. Puisque nous ne devons pas faire passer cette journée comme si, on allait dans un resto, manger, boire et sortir. Cela ne va pas nous prendre au sérieux devant les dirigeants qui nous observent aussi. Alors, nous célébrons la journée mondiale de la liberté de presse pendant que Reporters sans frontières nous évalue une fois encore. En 2022, le Bénin est en chute libre donc dans le classement. Quel commentaire cette nouvelle vous a-t-elle inspiré? Déjà, il faut s'en désoler. Il faut s'en désoler parce que dans la sous-région, le Bénin est considéré plus ou moins comme le laboratoire de la démocratie. On nous respecte par rapport à notre démocratie. Et si dans un pays qui se dit démocratique, nous dégringolons chaque année dans ce rapport qui est fourni, moi je pense que cela devrait nous interpeller. Interpeller aussi bien les professionnels des médias que les dirigeants. Et nous devons constater d'ailleurs que ces 6 dernières années, vraiment, la situation n'est pas du tout réluisante. Et nous n'allons pas jeter le tort au gouvernement, ou lancer la pierre au gouvernement. C'est vrai que le gouvernement a sa part de responsabilité, mais quelle est la part de responsabilité de nous, professionnels des médias? Lorsque nous sommes dans une corporation où le mérite déserte le forum, le sectarisme a pris le pas, on fait des regroupements claniques, quand tu n'es pas dans une certaine forme, dans une certaine séraille, tu n'es pas pris en compte. Lorsque l'environnement est comme ça, c'est-à-dire que le gouvernant qui nous observe ne nous prend pas au sérieux. Et si le gars qui doit nous donner notre liberté ne nous prend pas au sérieux, il va dire, mais regardez ce qu'eux-mêmes ils font. Voilà. Donc moi je pense que nous devons nous prendre plus au sérieux et rehausser l'image de notre presse et nous battre pour que les dirigeants puissent nous donner notre liberté. Parce que la liberté ne se négocie pas. La liberté s'arrache. Si nous allons et nous devenons comment les appelle, les chefs de boîte ou les chefs de culte du gouvernement, ils ne vont pas nous prendre au sérieux. Si le mercantilisme prend le pas, ils ne vont pas nous prendre au sérieux. Si nous ne faisons pas des productions de qualité, ils ne vont pas nous prendre au sérieux. Donc nous devons arracher notre liberté. Et cette liberté passe nécessairement par une forme d'autonomisation économique ou financière. Tout à fait. Le Bénin est classé derrière le Niger, le Togo, le Ghana, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous avons perdu 7 points cette année. À votre avis, quels sont les éléments qui ont contribué à ce recul? De mon point de vue, je pense qu'il y a deux ou trois éléments. D'abord, moi, je pense que le code sur le numérique favorise la chose. Parce que pour un oui ou pour un non, on peut enfermer un journaliste. Moi, je pense qu'il faut revoir cette question pour que le journaliste soit protégé dans ce qu'il fait. Deuxième chose, il y a trop d'interpellations. Il y a cette facilité qu'il y a à interpeller un journaliste sur la base de ce qu'il écrit. Moi, ça me pose un problème. Il faut qu'on sécurise la profession. Et pour le faire, ce sont les organisations fêtières, notamment le CNP ou l'UPMB, qui doivent faire ce travail-là. Donc moi, je pense qu'il faut faire le plaidoyer pour qu'on puisse savoir, le journaliste qui est dans l'exercice de sa profession, qui publie des choses
Est-ce qu'il doit être régi par le code du numérique ou s'il doit être régi par l'autre loi? Donc moi je pense que la question là doit être fondamentalement réglée. D'accord. Quand le président Patrice Talon prenait le pouvoir en 2016, le Bénin occupait la 78e place. Absolument. 78e place. Ce que les acteurs des médias avaient déploré, on avait dit que l'ancien président a caporalisé les médias, mais en 6 ans, le Bénin a perdu 43 points. 43 points. Comment vous expliquez la situation? Il n'y a pas d'autre explication que de dire que notre presse va mal. Notre presse va mal et très mal. Il faut avoir le courage de le dire. Ces 10 dernières années, la presse béninoise a dégringolé sur toutes ses formes. Au-delà de la liberté, même les productions. On peut tout le temps accuser les gouvernants. Sous Yahi, comme tu viens de le dire tout à l'heure, nous avons décrié le fait. Sous Talon, nous décrions également le fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que notre presse est livrée à elle-même. Chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Il n'y a rien qui contrôle. Il n'y a plus personne. Ceux qui sont devant, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, se sont repliés. Et la presse est livrée à elle-même. On laisse tout dans la main des dirigeants. Le gouverneur veut tout contrôler. Lui veut tout contrôler. Pardon? Oui, de bonne guerre. Oui, si vous lui laissez la place, il vous contrôle. Il vous contrôle. Qu'est-ce que nous faisons pour lui dire, monsieur, vous ne devez pas arriver à cet extrême? Alors, quand on jette un coup d'œil sur les unes des journaux chaque matin, on constate malheureusement qu'il y a plus de communication que de l'information. Il y a des journaux qui se transforment même en porte-parole, donc des acteurs politiques qui s'attaquent entre eux. Est-ce que nous-mêmes, nous ne polluons pas l'environnement? Absolument. Et tout ça, c'est dû à quoi? Ne cachons pas les mots, c'est l'argent. Des contrats... La presse, en fait, les organes béninois ne sont pas des organes qui sont financièrement autonomes. Lorsque quelqu'un te donne son argent, tu deviens son griot. Et moi, je pense que pour régler cette question, il faut que la question du financement de la presse soit réglée. Où en est-on aujourd'hui par rapport au FADEM? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se fait? Et le journaliste béninois est payé à combien? Est-ce que la convention collective est respectée au niveau de tous les organes? Le journaliste qui a fait, et que quelqu'un l'appelle derrière pour lui dire, mon gars, prends un petit 50 000, mais le gars, il est inspiré à bloc. Donc moi je pense qu'il faut régler cette question pour que la presse soit réellement libre financièrement, libre mentalement, libre psychologiquement pour produire des articles de très bonne facture. Autre sujet avec vous, Stéphane Ahin Rosso, en prélude aux prochaines élections législatives. Le médiateur de la République a échangé avec les responsables des partis politiques. Comment appréciez-vous la démarche? C'est une démarche louable et salutaire. Je pense que cela, sans nul doute, va contribuer à la décrispation de la situation socio-politique dans notre pays. Maintenant, au sorti de ces concertations, est-ce que les résolutions qui seront prises ou les décisions qui seront prises par le médiateur de la République ou les suggestions qu'il fera au premier responsable du pays, est-ce que ces suggestions seront prises en compte pour que réellement les desiderata de ces différents partis politiques qui ont pris part le bureau du médiateur soient pris en compte? Alors, au nombre des doléances formulées au médiateur de la République, il y a celles relatives aux dispositions relatives au taux de 10% de suffrage exprimé sur le plan national pour faire valider l'élection des listes des partis politiques engagés dans la course au Parlement. Et ce qui retient l'attention également, c'est que le Parti du Renouveau démocratique s'inscrit dans la même dynamique. Moi, ce sujet me fait rire. Moi, je pense qu'on ne peut pas délibérément soi-même mettre le feu à sa maison, s'asseoir et commencer par pleurer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le PRD devrait s'en prendre à lui-même. Parce que le premier responsable du parti était président de l'Assemblée nationale quand cette disposition a été votée. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas à pleurnicher, il n'a pas à demander que cette disposition soit revue.
En son temps, il y avait ses collègues députés qui ont dit niet, qui ont dit non, ça ne devrait pas se passer ainsi. Aujourd'hui, si il a été complice d'une situation, il faut qu'il décide d'en subir les conséquences ou d'en être également victime. Et puis, même si sa doléance devrait être plus prise en compte, quand même, les élections sont pour janvier. Enlever cette disposition des 10%, c'est écrouler même la charpente du système partisan. Donc moi, je pense que c'est une démarche qui ne va pas prospérer, à mon avis. Dernier sujet avec vous très rapidement, prévu pour démarrer le 5 mai dernier, la tournée d'explication des membres du gouvernement sur la cherté de la vie est reportée au 12 mai prochain, je crois bien. Alors, quelle est votre position sur cette initiative? Bon, je peux déjà dire que le gouvernement, en initiant ça, c'est pour aller en contact des populations. Le gouvernement se veut proche des populations. C'est une première fois que ce gouvernement veut se mettre dans la peau du gouvernement Yahi, qui était tout le temps sur le terrain, Maintenant, la grande question qui se pose, est-ce que c'est de ça que les populations ont besoin? C'est bien, les ministres, les députés, les DG iront à la base pour expliquer la cherté de la vie est due à ça. Quand ils vont finir leur beau discours, quand ils vont reprendre leur chemin à bord des véhicules bien climés, et quand ils vont faire un arrêt en chemin pour prendre de la bonne bière, du bon vin, manger, la population là, la population qui sont allés rencontrer sera toujours dans la même situation. Moi, je pense que, je ne veux pas dire que le gouvernement veut s'adonner à une forme de propagande pour se racheter parce qu'il y a les élections législatives. Je ne le dis pas, je n'ose même pas le penser, mais je crois que ce dont les populations ont besoin aujourd'hui, c'est que le gouvernement prenne des mesures pour alléger leur mode de vie, pour que économiquement, ils puissent bien vivre. Moi, je pense que c'est de ça que les populations ont aujourd'hui besoin. Stéphane Ahinrossou, rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision, merci pour ces analyses. On se retrouve dans quelques semaines avec d'autres informations. Merci pour l'invitation. Bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs, notre dernier rendez-vous avant de descendre, c'est avec notre artiste de la semaine que je vous invite à suivre donc à travers ce clip. Même si la vie est difficile, toi tu ne seras pas pour moi. Tu grandiras chaque jour. Prends soin de jamais fermer les yeux. Tu es mon soleil, l'éclair de la famille, sois la bienvenue. Tu es mon soleil, l'éclair de la famille, sois la bienvenue. Tous mes jours et toutes mes nuits sont si magiques. Tous mes jours et toutes mes nuits, je t'imagine. Adoni no go away, de mana the way. Nanwe vivi na yokpo, weno fokweton, nous les pépés à Joe, togo si sommeil. Tu es mon soleil, l'éclair de la famille, sois la bienvenue. Tu es mon soleil, l'éclair de la famille, sois la bienvenue. Make me vade, nekbe muni fafao, emontia doto mwende nase, do inu mweo dede kwen jaklao. Tu es mon soleil, l'éclair de la famille, sois la bienvenue.
l'éclair de la famille, sois la bienvenue. Tu es mon soleil, l'éclair de la famille, sois... Même si la vie est difficile, toi tu le seras pas pour moi. Tu grandiras chaque jour. Prends soin de jamais fermer les yeux. À mon bébé de Dimitri qui est avec nous ce dimanche sur le plateau du grand format. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Alors, journaliste, oui. Animateur radio. Oui. Alors, comment vous êtes atterri dans l'univers musical? Bon, étant journaliste, il faut préciser, je suis Atlantique FM, qui est une chaîne locale de l'ORTB. Mais ça fait déjà 3 ans que j'ai déposé les armes. Hein. Ah oui. Ouais, bon, mais je suis toujours dans l'animation live. Alors, étant toujours dans le milieu artistique, j'ai été toujours sidéré par la musique. Alors, il faut juste une petite mélodie pour que Dimitri, que je suis, soit emporté, aille véritablement très loin, voyage. Et étant avec ces artistes, à un moment donné, je me suis dit que j'avais des émotions à faire passer. J'avais aussi des messages à faire passer et c'est ce qui m'a amené vers la musique. Très bien. Voilà. Et en ce temps, comment vous arrivez à concilier les obligations professionnelles, la ouais. musique C'était très facile. C'était très facile parce qu'on avait des temps d'antenne bien définis. Après, il y avait quand même un temps de repos où on pouvait se consacrer à nous-mêmes, faire ce que nous aimons faire le plus, tel que la musique par exemple. Voilà. C'était trop facile pour un animateur de se retrouver dans une boîte de nuit après son émission ou de se retrouver avec les artistes pour répéter, pour faire d'autres choses ou pour ses essais par exemple au piano. Et comme ça, on a développé petit à petit cette autre passion qu'est la musique et voilà, on la porte bien. Très bien. Ouais. Et quel est le style musical que vous avez adopté? Ça, vous l'avez constaté, c'est du reggae, très très dilué. Disons que c'est une berceuse. Alors vous allez me demander qu'est-ce qu'on fout avec une berceuse à l'antenne parce qu'on n'est pas trop berceuse dans les radios et dans les télés. Mais moi j'ai constaté que nous nous faisons tellement plaisir, vous, je suppose, la salsa, le coupé décalé, ou tout ce qui est chaud, c'est peut-être votre chose. Mais les bébés aussi ont droit d'écouter un type de musique. Et ce type de musique s'appelle la berceuse. Alors, vous vous rappelez quand on était tout petit, nos mamans nous chantaient cette berceuse, par exemple, le fameux Toutou Bovi, où on a eu une première reprise avec Gigi Viquet. Alors, c'est des musiques qui apaisent les enfants, les tout petits. C'est des musiques qui les rendent sages. C'est des musiques, au fait, qui travaillent le rythme cardiaque des enfants. Et après avoir fait toutes ces recherches, j'ai décidé de faire un travail en la matière et c'est ce qui a justifié les berceuses de Dimitri sorties en 2015, d'où est extrait ce son, à mon bébé bien sûr, qui a été dilué et travaillé dans un studio à Paris avec un ingénieur de son pour que les sons ou les fréquences ne soient pas agressives et que ça fasse vraiment ce boulot d'apaiser les enfants. Et j'ai été très ravi que les parents me disent ah c'est une chanson que nous avons adoptée et chaque fois quand nos enfants pleurent on leur joue ça de temps en temps et on pense qu'avec ça ils font rapidement dodo. Bon c'est une confidence. D'accord. À mon bébé, quel est le message que Dimitri veut passer à travers ce morceau? Ah oui, à mon bébé c'est, j'ai la chair de poule quand je parle. À mon bébé c'est une chanson d'amour. Le bébé c'est l'enfant d'un papa que j'ai incarné. Alors, j'ai pensé que l'héritage que nous devons laisser à nos enfants n'est pas forcément un héritage matériel, physique. Non, c'est un héritage intangible. La parole, l'éducation par exemple. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort à laisser
à son enfant avant de quitter cette terre. Le faire va nous permettre de faire chemin dans ce monde où tout est difficile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Que l'enfant Merci se retrouve de nous rejoindre dans sur tout ce qui est Canal danger 3 dans cette Bénin vie. dans votre Et émission le l'invité message de l'économie dit, de la même semaine. si la vie est Nous difficile, parlons ce soir toi tu le seras d'une pas pour question moi. d'actualité. Tu grandiras la chaque cherté jour. de la vie. Oui, Et prends la soin cherté de la de vie. ne jamais fermer Avec à les la yeux, clé parce la que ce monde, question c'est un monde de relative à la prédateurs. flambée Le dire à des son prix enfant, c'est des déjà une produits façon de grande de l'avertir consommation. de Et tout ce face qu'il à peut cette rencontrer situation, dans je vous le cette rappelle, vie. le Et gouvernement on peut avait être pris au un fond de sa certain tombe, nombre très de heureux, mesures en pour voyant son enfant maîtriser réussir dans la la vie surenchère. et faire ce qu'on a Eh bien, envie plus d'un mois que cet enfant après fasse. ces mesures, quel est l'impact réel de ces mesures de soutien aux populations, mais aussi aux opérateurs économiques sur la maîtrise des prix et quels en sont les effets sur le quotidien des hommes d'affaires. Pour en parler, nous avons l'immense plaisir de recevoir un acteur important de l'économie béninoise. Il s'agit de M. Mama Taïro, vice-président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin-Coneb. Monsieur Mama Taïro, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, soyez le bienvenu, monsieur le journaliste. Je précise aux téléspectateurs que vous êtes par ailleurs le président d'honneur des commissionnaires en douane et secteur portuaire du Bénin. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à cette question aussi qui est importante et qui fait l'actualité. Monsieur Mama Taïro, le 23 mars, je le rappelais, le gouvernement face à la cherté et à la flambée des prix d'un certain nombre de produits de grande consommation a pris des mesures. Je vais citer quelques-unes. Il y a par exemple l'application d'un taux forfaitaire libératoire de la TVA sur le riz, l'huile, le blé et d'autres produits. Monsieur Mama Taïro, vous êtes un acteur important de l'économie et un opérateur économique de surcroît. Dites-nous, était-il opportun de prendre ces mesures? Ok, merci monsieur le journaliste. Vous avez parlé donc d'une opportunité donc de prendre des mesures de soutien telles que le gouvernement les a prises. Je dirais que c'était non seulement opportun, mais c'était une nécessité. Parce que comme on les appelle, c'est des produits de première nécessité. Donc si, à la lueur des choses, si ces mesures n'avaient pas été prises depuis le 23 mars, à la date d'aujourd'hui, est dicté par le bon sens. Et le bon sens, c'est vous, mes chers compatriotes. Alors, je me suis mis dans la peau d'un leader parce que, vous savez, les périodes électorales dans un pays sont des périodes très sensibles où on peut virer tout de suite. Alors, pour ne pas aller sur le terrain où des actes peuvent porter estroncade à la paix, parce que la paix, c'est le socle, c'est le pilier du développement de toute nation. Donc, il faut préserver cette paix. Alors, donc, pour affiner ce climat à une élection de paix, j'ai pensé à prévenir la conscience, à dire à tous les dirigeants à l'époque, puisque beaucoup de choses étaient incertaines. Bonjour à toutes et à tous. L'opposition béninoise va-t-elle tenir le pari de sa participation aux prochaines législatives? La date du 8 janvier 2023 est connue de tous. À mesure qu'elle approche, des tractations s'enchaînent. Bien malin qui peut conclure l'heureuse finalité du dialogue entrepris par le médiateur de la République. Plusieurs équations en vue, à côté de la participation souhaitée de tous les partis politiques en règle à ces législatives. C'est aussi la question des 10% à réunir pour être éligible à la répartition des sièges au Parlement qui nourrit les débats actuels. Au total, 109 sièges à pourvoir pour le mandat parlementaire de transition. 3 ans, les partis politiques invités par le médiateur de la République, du moins ceux qui ont répondu à son appel, ne manquent pas de propositions et d'amendements pour des législatives inclusives et tout aussi apaisées et sans violence. Puis des propositions du parti Restaurer la confiance. Ironie Josias Agossa est l'invité aux offrandes de ce dimanche. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes, je rappelle, vous avez été candidat à Colisté Malheureux à la dernière présidentielle, président du parti Restaurer la confiance, dont vous aviez porté la dynamique à cette élection qui a consacré le second mandat à Patrice Talon Rabel Para. Bonjour, bienvenue à vous aussi. Bonjour, Emmanuel Bossou, René Agossa, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler politique et bien d'autres choses. J'ai bien envie qu'on aborde cette démarche du médiateur de la République, démarche qui a donc consisté à consulter, dois-je dire, les formations politiques en règle en République
du Bénin. De quoi il a été question exactement, puisque vous avez participé à cette rencontre? À ce moment de Dimitri, alors de quoi parle? D'accord, merci. Je tenais d'abord... Bon, c'est un clip à polémique. À vous souhaiter quand on dit Gogo Tepon, on s'attend à voir... la fête des... à trop de choses et en rapport à Gogo dans le 3 mai dernier. Le 3 mai dernier, et vous savez, j'ai dérouté tous les esprits. J'ai un attachement particulier à cette fête, d'autant plus que ça permet de faire le point de l'état des médias dans notre pays. Quelque chose de précieux, si vous me le permettez, c'est Gogo. Alors, comme on le dit dans la chanson, le Gogo est sacré et on doit le respecter. Et ça, ceci existe depuis le temps des aïeux. Alors, vous avez vu ce scénario dans le clip où celui-là qui était tellement amoureux de cette fille allait demander la main de cette fille chez les parents et on lui fait faire un test. On lui demande, bon, écoute, tu veux de notre fille, on veut bien voir, est-ce que tu es curieux, est-ce que tu es sage, est-ce que tu peux oser toucher les fesses de notre fille devant nous, devant la belle famille. Alors, il a cru que c'était juste pour jauger un peu sa force, sa virilité, et il a fait le geste. Il a échoué. Il est tombé parce que c'était sacré. Et cette façon de faire existait depuis les temps anciens. Alors c'est ce que j'ai essayé de mettre dans ce clip pour sensibiliser en fait la jeunesse actuelle parce qu'il y a trop de dérives en rapport au sexe, de dire que les fesses de la femme se respectent. Alors c'est une occasion également de rendre hommage à la femme, de leur dire que nous avons toujours ce faible à elle, bien sûr, parce que quand vous voyez une femme passer, c'est tellement difficile de ne pas pouvoir jeter un coup d'œil sur le derrière et de dire oh, c'est quoi encore cette créature? Donc c'est un peu ça, c'est un monde où on concilie nos traditions, l'amour et beaucoup de choses. Vous savez, il y a un village qui porte le nom Gogo Tepon. Tout à fait, à Fort-Marcel, je crois. Oui, vers Guézin, et qui a une histoire pareille, où c'est les pêcheurs au fait, qui touchaient les fesses des femmes après leur activité. Et l'amour naissait entre eux comme ça. Et les femmes même ont baptisé ce lieu Gogo Tepon mais, c'est-à-dire là où on nous touche les fesses. Donc l'espace où on touche les fesses. Donc le tympan, c'est le toucher, quoi. Oui. Voilà, donc c'est fabuleux. On a des choses et des réalités à valoriser de chez nous. J'ai vu ce clip sanctionné par certaines télés, mais je me dis, ben, à quoi bon de sanctionner ce joli clip alors qu'à longueur de journée, on diffuse des feuilletons où on voit tout ce que vous savez, alors que nos choses, on doit pouvoir les faire ressortir. Alors, Dimitri, oui. Est-ce que vous avez un producteur? Dimitri n'a pas de producteur, il est seul. Ah, il faut chercher. Ah bon? Il faut chercher un producteur pour vous accompagner. D'accord. Comment vous arrivez à financer? Peut-être que c'est le lieu de lancer un appel. Peut-être que c'est le lieu de dire s'il y a un producteur qui veut s'occuper de Dimitri, parce que Dimitri a tellement de chansons encore dans les placards et elle veut... Justement, on va parler de vos projets. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer en ce moment? Bon, c'est déjà un album. C'est déjà un album qui puisse venir me confirmer un peu. Il y a déjà un en 2015, oui. 2015, bon, il faut que je vous le dise. 2015, j'ai été forcé de chanter sur À mon bébé, par exemple, parce que c'était un projet qui vise à sensibiliser ou toucher les artistes, ok, avec mes propres compositions. D'accord. Et moi, forcément, vous savez, dans les pays développés, vous n'avez pas besoin d'être écrivain, d'être lyriste et d'être en même temps chanteur. Donc, ce qui a fait que j'ai invité Fatih et beaucoup d'autres artistes sur cet album. Et j'ai chanté parce qu'on m'a dit que tu as une voix pas mal et que tu pourrais t'aventurer aussi sur ce terrain, et j'ai commencé. Donc c'est ce qui va faire que je vais sortir encore un autre album. Donc cet album, il est du moins en préparation, et peut-être que d'ici 2023, on pourrait compter le deuxième album de Dimitri. Alors le genre que vous allez pouvoir beaucoup savourer, c'est le zouk, qui est d'ailleurs ma sensibilité. Ah oui? Oui, et j'aurai le plaisir de refaire vivre un peu le zouk, parce que je pense qu'il est mort au Bénin, alors qu'il a quand même un avenir. On avait eu du plaisir à écouter les Richard Flash, les Hervé Kossi, les Francis Edia, mais aujourd'hui, ça ne vit plus. Alors, il faut quand même que quelqu'un soit là et fasse le boulot.
on va essayer quelque chose. Hein. D'accord. Oui, on peut y aller. Gogo Teko par exemple. Oui. D'accord, l'histoire. Vion d'épée, botolé binonké, c'est une déesse comme la belle la bête. Akajolo non damion, na ulibono gogotoe. I want marry you. Mon cœur bat plus fort, nyoi mon metoele, bedo chobo nanda weyo, nyedunanda la gogotoe. Jolie fille, jolie fille, jolie fille. Me we kali poko go neopo, nyeno fanue fanue, bono jinue nyeno fanue fanue, bono jinue Dimitri, en direct sur le plateau du grand format, animateur radio, chanteur, coach de la voix parlée. Merci d'être passé. Non, j'avais oublié ça. Merci d'être passé sur le plateau du grand format. Et bon vent à vous. Hein. Merci. J'aurai toujours le plaisir de revenir et parler, par exemple, de ces coaching voix aussi que j'organise. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. On aura d'autres occasions. Merci et bien des choses à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. D'accord. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est ici que va s'arrêter l'aventure grand format de ce dimanche 8 mai 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Gogo Teko. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Bonne fête à toutes les mères du Bénin et du monde. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Jolie fille, jolie fille, jolie fille. Dalo, gogo ba si to pasi no ponu kumer. Fiti aba kule nesi. C'est une déesse comme la belle.